Ferrand vous invite au cœur de l'histoire sur Europe 1. Le Seigneur de Charny, tel est le titre du roman historique que vient de publier Ixo sous la plume de Laurent Decaux. C'est l'histoire d'un jeune croisé de retour sur ses terres champenoises qui découvre que toute la vie de son domaine tourne désormais autour d'une célèbre relique. Eh bien, Franck Ferrand reçoit son auteur cet après-midi. Bonjour Franck. Bonjour Anissa, bonjour à tous. Je suis ému de recevoir le fils après avoir eu plusieurs fois l'honneur de recevoir le père. J'ai souvent dit qu'Alain Decaux était même en quelque sorte le père spirituel de notre émission. Eh bien, laissez-moi vous dire que Laurent Decaux a donné naissance à un roman historique comme nous les aimons, dans une veine qui est celle d'Alexandre Dumas et de Walter Scott, qui sont deux de ses auteurs de prédilection. Ensemble, nous allons nous plonger dans la Champagne du XIVe siècle et revenir sur le cas de la relique qui est au cœur de toute cette affaire. Et la relique dont vous parlez, chère Anissa, en disant une célèbre relique, c'est tout simplement le Saint-Suaire. Oui, donc la plus célèbre des reliques. Et après quoi, nous irons faire un tour dans la Champagne du XXIe siècle cette fois-ci. Oui, mais alors sous l'angle de l'histoire et du patrimoine, nous irons voir ce qu'il reste des décors évoqués par Laurent Decaux dans son livre, en compagnie de Clémentine Portier-Kaltenbach et de Lorena Martin. Encore un programme assez prometteur. Si l'on en revient aux évangiles, juste après la mort de Jésus sur la croix, un nommé Joseph d'Arimathie réclame son corps à Ponce Pilate, requête à laquelle le représentant de l'autorité romaine accède. Je cite l'évangile selon saint Luc. Joseph le descendit de la croix, l'enveloppa dans un linceul et le mit dans un tombeau taillé dans le roc. Puis l'évangéliste poursuit, après avoir relaté la découverte 2 jours après du tombeau vide par plusieurs femmes. Elles rapportèrent tout cela aux 11, donc aux apôtres, et à tous les autres, mais ces propos leur semblèrent délirants, et ils ne la croyaient pas. Alors Pierre se leva et courut au tombeau, mais en se penchant, il vit les linges, et eux seuls. Il vit les linges. Ce linceul dont parlent les évangiles a-t-il pu parvenir jusqu'à nous? Est-il possible qu'il soit ce morceau de tissu de 4,36 m de long sur 1,10 m de large actuellement conservé à Turin? Il est très difficile de répondre avec une absolue certitude à cette affaire et je me rappelle, parce que ça a vraiment marqué mon enfance, je me rappelle une très célèbre émission d'Alain Decaux où le sujet était abordé et où Alain Decaux allait très loin justement. Il s'engageait dans cette affaire à partir d'études qui avaient pu être faites au tout début des années 1980. Les expertises n'ont pas manqué, le mystère du linceul n'en reste pas moins, j'allais dire entier. En tout cas, il y a toujours un mystère. L'image que présente ce linceul, ce corps martyrisé aux propriétés d'un négatif photographique en 3 dimensions, tout ça reste inexplicable dans l'état actuel des connaissances. Lors d'une émission il y a 2 ans à peu près, nous avions tenté de faire le point sur le débat passionné entre défenseurs de l'authenticité du linceul de Turin et tenants d'une falsification médiévale. C'est pas du tout l'objet de cette émission. Ce que j'aimerais vous raconter aujourd'hui, c'est l'histoire de cette pièce de tissu, les extraordinaires péripéties qui ont été les siennes et qui laissent évidemment un certain nombre de zones d'ombre, heureusement pour les romanciers. Ça permet de laisser parfois libre cours à l'imagination. Alors tout d'abord, disons-le clairement, la plus ancienne trace indiscutable du linceul, aujourd'hui conservé à Turin, ce linceul, nous entraîne en 1357 dans le village de Liray. Liray, nous sommes à une vingtaine de kilomètres au sud de Troyes. Nous y reviendrons tout à l'heure puisque c'est le cadre de l'histoire que nous raconte Laurent Decaux. Alors bon, là les historiens sont d'accord sur 1357 et sur Liray. Au XIVe siècle, on n'a aucune idée de la richesse de l'image imprimée sur le tissu puisqu'à l'œil nu, on ne voit qu'une silhouette monochrome, légèrement floue d'un homme de face et de dos, considéré par certains comme étant Jésus. Il va falloir attendre des siècles pour qu'on voit les incroyables détails de cette image en négatif. Ça a été un moment inouï, mais je vous raconterai ça tout à l'heure. Premier motif d'étonnement quand même, comment le linceul, censé avoir enveloppé Jésus, a-t-il pu apparaître subitement en pleine Champagne médiévale ? Parmi les auteurs qui se sont évidemment penchés sur cette question, le nom du Britannique Ian Wilson ressort, et voici l'hypothèse qu'il propose. Hypothèse dont je m'empresse de préciser qu'elle est controversée. Après la mort de Jésus, le linceul conservé aurait fait un voyage d'un petit millier de kilomètres vers le nord, je cite Ian Wilson. Des sources postérieures décrivent qu'un tissu imprimé du portrait de Jésus est emporté de Jérusalem à Édesse
pendant le règne d'Abgar V, roi d'Édesse, donc de 13 à 50, on dit que c'est en partie à la suite de la vision exclusive que le roi Abgar a eue du tissu que ce souverain et d'autres personnages de premier rang de sa cour se seraient convertis au christianisme. Donc une relique qui, d'entrée de jeu, assume ce qu'on attend d'une relique, c'est-à-dire qu'elle convertisse ceux qui la voient et ceux qui croisent son chemin. Alors, il semble que le paganisme ait fait un temps son grand retour à Édesse. L'étoffe va disparaître à ce moment-là, probablement cachée. Elle n'aurait été retrouvée que lors de travaux après une grave inondation de la ville au VIe siècle. Ça fait quand même une longue parenthèse, évidemment. Cette empreinte de Jésus, nous dit toujours Ian Wilson, qui devient célèbre, est décrite sans équivoque comme non faite de main d'homme. Des récits presque contemporains suggèrent que l'image se trouvait sur un morceau de tissu de large dimension, mais plié de manière à paraître considérablement plus petit. Cette présentation réduite aurait fait passer ce Mandilion d'Édesse pour une image seulement faciale du Christ et non de son corps entier. C'est juste une question de présentation, de pliage, si vous voulez. Au 7e siècle, Édesse passe sous contrôle musulman. L'étoffe sacrée revêt un enjeu important aux yeux de la puissance chrétienne essentielle de l'époque, c'est-à-dire la puissance byzantine qui est là, aux portes d'Édesse. En 943, un empereur obtient sous la pression militaire de s'en emparer et donc voilà le tissu maintenant à Constantinople. Il est déposé en grande pompe dans la chapelle Sainte-Marie du Phare, sans que les simples fidèles soient autorisés à accéder. Vous voyez, on lui confère tout de suite un très grand relief et une importance considérable. Et parmi les éléments troublants qui semblent indiquer que le Mandilion d'Édesse et l'actuel linceul de Turin seraient en fait un seul et même objet, un manuscrit hongrois qu'on appelle le Codex Prae, qui représente à la fin du XIIe siècle Jésus de manière très semblable à ce qu'on peut voir sur le linceul. Et ça, c'est vrai que c'est très frappant quand on voit ça, puisque on a cette très vieille représentation du linceul de Turin. Il faudrait vraiment, pourquoi on aurait deux fois cette même iconographie? Un peu plus tard, en 1204, l'histoire de l'étoffe est encore bousculée. La 4e croisade, 1204... Il y a pas mal de seigneurs français qui se sont engagés dans cette croisade. Et vous savez que les croisés vénitiens, en grande partie, au lieu d'aller attaquer la Terre Sainte, s'en tiennent à Constantinople. La capitale byzantine, pleine de richesses, est livrée au pillage. Qu'en est-il à ce moment-là du tissu sacré? Il est possible qu'Othon de la Roche, qui est donc un seigneur français, l'ait pris avec lui à Athènes. Et comme le suggère Ian Wilson, les Templiers, qui étaient ces moines soldats à la fois présents en Orient et en Occident, ont pu posséder un temps le linceul. Quoi qu'il en soit, il réapparaît donc à Liray en 1357. À cette date, la veuve de Geoffroy de Charny, chevalier champenois qui vient de mourir à la bataille de Poitiers, et si cette bataille de Poitiers qui a été par ailleurs désastreuse pour la France, puisque le roi Jean a été fait prisonnier par les Anglais, vous savez, la veuve propose l'objet à la vénération des fidèles dans une église locale. Là, nous nous approchons de la trame du roman qui nous intéresse. Alors, comment les Charny ont-ils acquis le suaire? Ça, c'est un nouveau mystère, mais que nous allons bien sûr essayer d'éclaircir dans un instant. Franck Ferrand vous conte l'histoire sur Europe 1. Alors, nous suivons le parcours du linceul de Turin à travers l'histoire. C'est ce que vous nous proposez cet après-midi. Vous nous avez dit, Franck, que selon certaines hypothèses, il aurait pu passer par Édesse, puis Constantinople, avant d'arriver en Champagne, dans une famille de nobles, les Charny. Alors, avant que vous nous racontiez la suite, et il y a un suspense intenable, comment les Charny ont acquis ce linceul, eh bien, il y a une question qui me taraude, un peu comme tous les jours à cette heure-ci. Est-ce qu'il y a d'autres reliques comparables, Franck? Oui, alors on pourrait parler de tout, vous savez, toutes les reliques de la vraie croix, la couronne d'épines. Ça nous amènerait à la Sainte-Chapelle et à Saint-Louis. Ce ne serait pas pour déplaire à Clémentine Portier-Kaltenbach. Mais pour ce qui est des tissus, il y a une tunique considérée comme la tunique du Christ qui est conservée à Argenteuil et que j'ai eu le très grand privilège de voir pour le tournage d'une émission L'ombre d'un doute. C'était un moment inoubliable pour tout vous dire, cette tunique d'Argenteuil absolument extraordinaire. Il y a aussi en Espagne le suaire d'Oviedo dans les Asturies et
Élément qui ajoute au mystère, les pièces de tissu de Turin, d'Oviedo et d'Argenteuil présentent un certain nombre de similitudes, et notamment la position du sang sur les 3 étoffes. Car quand vous faites des photographies des 3 étoffes et que vous superposez les 3, les taches de sang sont exactement au même endroit. Et j'avais même, dans le cadre de cette émission, reçu, il y a longtemps, il y a une dizaine d'années de ça, nous avions reçu un scientifique qui montrait que le sang sur les 3 reliques était également identique. Donc tout ça est quand même assez extraordinaire. Alors revenons à Liret en 1357, à cette famille de Charny, devenue donc propriétaire du linceul. Plusieurs faits peuvent expliquer cette acquisition, dans le cas où le linceul serait bien le Mandillon d'Édesse, toujours. D'abord, Othon de la Roche, le croisé qui avait emporté l'étoffe de Constantinople jusqu'à Athènes, se trouve être un ancêtre de la veuve de Geoffroy de Charny. Donc ça, c'est quand même assez probant quand même. Geoffroy de Charny, par ailleurs, qui a combattu un temps sur la côte anatolienne, a pu rapporter lui-même l'objet d'Orient. Il est possible qu'il ait un lien familial avec un autre Geoffroy de Charny, templier mort lors de la destruction de son ordre. De là à penser qu'il y a eu transmission entre eux. Bon, ça, personne n'en saura jamais rien. Personne n'a été témoin. Mais en tout cas, c'est une possibilité. Quoi qu'il en soit, on peut imaginer l'enthousiasme et je dirais même la ferveur des fidèles qui désormais peuvent prier, méditer sur la passion du Christ devant l'étoffe dans la collégiale de Liret, qui a été bâtie selon le vœu de Geoffroy de Charny. Il faut lire, comme le précise Laurent Decaux, qu'alors le culte des reliques était plus florissant que jamais. Ce phénomène prend la tournure d'une industrie. Dans la France d'alors, rien n'est impossible à qui possède la dépouille d'un martyr, le cheveu d'un saint, un fragment de la vraie croix ou mieux encore l'illustre suaire où fut recueilli le Christ après la crucifixion. Nous allons revenir évidemment tout à l'heure sur tout cet extraordinaire, cette époque des reliques et les trafics auxquels elles ont pu parfois donner lieu, même souvent. Le linceul de Liret, disons-le, dès cette époque ne fait pas l'unanimité, puisque dès le XIVe siècle, vous avez 2 évêques de Troyes qui semblent avoir pris position contre son authenticité, et le second, Pierre d'Arcis, est particulièrement virulent. Il va écrire un mémoire où il affirme qu'il s'agit d'une supercherie, de l'œuvre d'un peintre, etc. C'est un des éléments, là aussi, du roman. Le pape réagit avec une certaine mesure. Clément VII autorisa formellement les pèlerinages à Liret, raconte Bernard Lecomte, tout en exigeant des chanoines du lieu qu'ils spécifient que la relique n'était qu'une copie ou une représentation du suaire de notre Seigneur Jésus-Christ. Plus tard, au XVe siècle, une descendante de Geoffroy de Charny va prendre une décision qui change le destin du linceul puisqu'elle le vend purement et simplement à Louis de Savoie, et on comprend qu'il soit dès lors transféré à Chambéry, capitale de la maison de Savoie à l'époque. Une chapelle du château de la ville est même bâtie en 1502 pour accueillir la relique, et c'est dans ce lieu sacré très couru par les fidèles, nous dit Bernard Lecomte, que le 4 décembre 1532, un mystérieux incendie faillit mettre prématurément un terme à cette histoire. Le linge, heureusement plié à l'abri d'un coffre d'argent, fut seulement altéré par les coulées de métal fondu et par l'eau qui servit à éteindre le feu. Les sœurs Clarisse de Chambéry, habiles couturières, se chargèrent de réparer les dégâts. Naturellement, quand en 1578 la famille princière de Savoie décide de traverser les Alpes pour aller s'installer à Turin, elle emporte avec elle le linceul, et qui sera désormais donc le linceul de Turin. La prière devant l'objet sacré connaît toujours une certaine vogue au début de l'époque moderne. Des personnalités éminentes, je pense à Charles Borromée, à François de Sales, vont venir se recueillir devant l'objet sacré. Puis le développement d'un nouvel esprit rationaliste au XVIIIe et plus encore peut-être au XIXe siècle, va avoir tendance à diminuer l'attrait du linceul, jusqu'au coup de théâtre du printemps 1898. Et j'ai presque envie de dire que si je vous raconte tout ça, c'est pour le plaisir des secondes, des minutes qui vont suivre. Ça, c'est tout à fait extraordinaire. Un avocat italien, il s'appelle Secondo Pia, c'est un homme passionné de photographie. Il obtient l'autorisation de placer son objectif devant la célèbre étoffe. Nous sommes le 28 mai 1898, il est 23h quand il prend sa photographie, et puis, 1 heure plus tard, l'incroyable surprise l'attend. C'est Jean-Christian Petit-Fils qui nous le raconte. Alors que dans la pénombre de son laboratoire, Secondo Pia sortait sa première plaque du bain révélateur, une violente émotion s'empara de lui. Le verre faillit lui échapper. Ce qu'il vit
une bouleversante image, criante de vérité, celle d'un homme de douleur, d'une mystérieuse et fascinante beauté, dignement, sereinement, majestueusement figé dans la mort. Seule l'inversion des zones claires et sombres avait permis un tel prodige. Je restais comme glacé, confia-t-il. Et si Secondopia avait devant lui le visage authentique et détaillé du Christ, cette question explosive va remettre évidemment le linceul de Turin au centre de l'attention universelle. Franck Ferrand vous conte l'histoire sur Europe 1. Nous sommes cet après-midi sur Europe 1 au cœur du linceul de Turin. Vous nous racontez son histoire, son parcours, ses voyages et ses différentes aventures. C'est une émission passionnante cet après-midi, on le voit déjà sur les réseaux sociaux. Et c'est une émission qui passionne les gens depuis toute l'histoire, puisqu'on vient de le voir avec l'histoire de cette photo de 1898 où ce visage, peut-être celui du Christ, est apparu. Exactement, cette image révélée sur le linceul de Turin va déclencher toutes sortes de débats. En France, on est en pleine Troisième République, vous savez, on est très à vif sur les questions de religion et on se passionne pour ce sujet. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, la question brouille peut-être un peu plus les cartes qu'elle ne les éclaircit. Certains scientifiques catholiques comme le chanoine Ulysse Chevalier, raconte Bernard Lecomte, crient aussitôt à la mystification, tandis que d'autres, pourtant agnostiques, comme le professeur Yves Delage, plaident pour l'authenticité du linceul. Un comble. En avril 1902, Delage se fera censurer par le secrétaire de l'Académie des sciences, le très anticlérical Marcellin Berthelot, affolé à l'idée qu'on puisse attester l'existence de Jésus. Cette affaire a eu en 1900 un retentissement comme on ne peut même plus l'imaginer. Alors, le débat a un peu tourné à la caricature, il faut bien le dire, et puis un certain nombre d'études sont venues petit à petit redonner de la vigueur et de la substance au débat. D'abord, la thèse de l'authenticité a marqué des points. On a établi notamment la crédibilité anatomique du corps, y compris sur des détails extrêmement pointus et subtils, sur lesquels nous aurons peut-être l'occasion de revenir. On a établi sa correspondance frappante avec les détails des récits évangéliques. Et au fil des décennies, des recherches sont allées dans le même sens. Par exemple, il semble que le corps représenté n'ait pu être réalisé par un pinceau. Ça aurait laissé d'une façon ou d'une autre des traces, rien de tel. Quant à la possibilité pour un artiste médiéval de réaliser une image en 3 dimensions, image qui présente les propriétés d'un négatif photographique, excusez-moi, je veux bien que certains aient un don pour la clairvoyance, mais enfin ça paraît quand même, disons-le, assez improbable. Et soudain, patatras, voilà qu'en 1988, une étude réalisée à la demande du Vatican par 3 laboratoires différents, étude basée sur la fameuse technique du carbone 14 qui permet de dater les objets, révèle, alors je cite le rapport, avec 95%, il reste 5%, avec 95% de certitude que le tissu du linceul daterait d'une période comprise entre 1260 et 1390 après Jésus-Christ. Autrement dit, à peu près à la période où il apparaît dans la famille de Charny, justement. Est-ce que c'est la fin de la controverse ? Vous imaginez bien que non. L'étude en question, les études devrais-je dire, ont été battues en brèche par d'autres études non moins argumentées, parfois davantage. On explique notamment que le carbone 14 n'est pas du tout la panacée lorsqu'il s'agit d'étudier les étoffes. Un certain nombre d'autres hypothèses ont pu être formulées. Les partisans de l'authenticité rappellent tout ce que la thèse de la création médiévale pose comme difficulté insoluble, et c'est vrai que pour l'instant on n'a absolument pas répondu aux questions qui se posent. Bref, vous le voyez, chaque camp poursuit son combat à coups d'études et d'arguments. L'Église, quant à elle, s'est complètement retirée de cette histoire. C'est d'ailleurs assez amusant de voir à quel point c'est intéressant le point de vue de l'Église catholique, c'est-à-dire que l'on considère le linceul de Turin comme une sainte relique qui est vénérée par les fidèles, mais en même temps l'Église ne se prononce pas sur son authenticité. Bon, ça s'appelle un peu un jugement de Salomon. Quant au linceul, son histoire se poursuit puisque vous savez qu'en 97, il a manqué d'être brûlé, cette fois par un incendie criminel. Il a été sauvé de peu par un pompier italien qui, là, a été incroyable. Et certains, bien sûr, se sont empressés de parler de miracle. Bonjour Laurent Decaux. Bonjour Franck Ferrand. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors, précisons bien que le linceul est un élément de votre histoire, ce n'est pas du tout le sujet de votre livre quand même. Ça en est plutôt le cadre en quelque sorte. Je
dirais que Ou l'élément catalyseur. Ce n'est pas un livre sur le suaire, mais c'est un livre autour du suaire. On pourrait presque dire devant le suaire, en l'occurrence. Oui, ce qui m'a intéressé dans cette affaire de suaire, c'est non pas les controverses sur l'authenticité qu'il a occasionnées tout au long de son existence, mais plutôt son histoire, qui est assez extraordinaire et que les gens ignorent la plupart du temps. C'est-à-dire qu'avant d'arriver en Italie, comme vous l'avez rappelé au cours de votre récit, le suaire s'est trouvé en France, où il surgit radicalement ex nihilo dans l'histoire au XIVe siècle. Il est là en Champagne, au milieu en du 1357, voilà. dans cette famille assez illustre qu'est la famille des seigneurs de Charny. Donc ce suaire, c'est vrai, est un objet d'histoire au moins autant qu'un objet de foi, finalement. Il lui est arrivé tellement de choses et, disons-le, il a mobilisé l'attention d'énormément de monde. Il a été, en quelque sorte, une boussole pour tous les pèlerins du Moyen-Âge et même de l'époque moderne, on va dire jusqu'au milieu du XVIIIe siècle. Bien sûr, mais rappelons qu'au milieu du XIVe siècle, la France d'alors vit une intense époque de superstition. Déjà, il y a eu la peste noire qui a fait que 6 millions de Français ont été décimés. Pour 18 millions d'habitants, c'est considérable. Donc évidemment, on s'étonne un peu moins de la superstition qui s'empare alors des consciences des chrétiens. Alors justement, nous allons vous suivre en plein XIVe siècle et évoquer, entre les lumières du XIIIe et les splendeurs finissantes du XVe, il y a ce siècle ingrat, ce siècle difficile et passionnant, ce XIVe, que nous allons découvrir à vos côtés dans un instant. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Cet après-midi, sur Europe 1, nous sommes en Champagne, au XIVe siècle, à la découverte de cette famille, les Charny, propriétaires du Saint-Suaire. Et bien cette histoire, c'est Laurent Decaux qui vous la raconte dans Le Seigneur de Charny, paru chez Ixo, et un livre que vous avez adoré, Franck. Ah oui, c'est un livre magnifiquement écrit, exactement dans la veine d'Alexandre Dumas. À croire que vous avez appris à lire dans Alexandre Dumas, vous, Laurent Decaux. J'ai pas appris à lire dans Alexandre Dumas, mais je l'ai lu, ainsi que Jules Verne, Paul Féval, Edgar Allan Poe, Arthur Conan Doyle, tous ces auteurs du 19e siècle qui m'ont beaucoup influencé, que je lisais à partir de 7 ou 8 ans jusqu'à l'adolescence. Votre père était un bon conseiller de lecture. C'est lui qui vous disait tu devrais lire ceci ou cela, qui mettait sur votre chemin, si je puis dire, les livres à lire. En tout cas, il idolâtrait Alexandre Dumas. Ah oui, ça c'est sûr. Si bien qu'il l'a fait entrer au Panthéon il y a une dizaine d'années. Mais vous me posez la question, elle est d'autant plus intéressante que je demandais souvent à mon père pourquoi il n'écrivait pas des romans dans la veine des auteurs du roman feuilleton du 19e siècle. Et mon père n'aurait jamais trahi son public. Il ne badinait pas avec l'exactitude historique. C'est pour ça, d'une certaine manière, que je ne peux pas m'empêcher... Il ne s'est jamais autorisé ce franchissement. Il est toujours resté dans l'essai et n'est jamais entré... Et Dieu sait que certains récits sont exactement comme des romans entre nous, mais pour ce qui est de la vigueur du récit. Mais en revanche, il n'a jamais imaginé de situation. Hein. Il ne l'a jamais fait. Même dans les dialogues de ses dramatiques ou de ses pièces de théâtre, il s'est forcé de respecter à 100% la vérité historique. Et c'est ce qui vous a donné, vous, l'envie d'aller vers le roman, l'invention, l'imaginaire ? Moi, j'avais envie d'imaginer, tout simplement, dans la veine de ces auteurs du roman feuilleton que j'idolâtre. Oui. Donc, vous avez découvert cette histoire du Saint-Suaire, en fait. Comment est-ce que vous êtes venu à ce sujet-là ? Comme beaucoup de romans, Le Seigneur de Charny, c'est le fruit d'une lecture. J'ai lu Ian Wilson, dont vous avez parlé abondamment durant votre récit, qui est l'auteur référence en matière de Saint-Suaire et qui a même fondé une discipline qu'on appelle la syndonologie. Voilà, la discipline des... département d'études à part entière, c'est l'étude du Saint-Suaire. C'est une discipline qui se consacre à l'étude du suaire, pour vous dire à quel point cet objet suscite des controverses en tout genre à travers le monde jusqu'à aujourd'hui. J'ai lu ce livre et ce qui m'a stupéfait, c'est la façon dont est apparu le suaire. On ne sait d'où, au beau milieu du XIVe siècle, au beau milieu du Moyen-Âge, dans la belle région de Champagne. Alors, si l'on établit une correspondance entre le Mandillion d'Édesse et le suaire de Turin, et si l'on admet que c'est une seule et même pièce d'étoffe, on a quelques idées sur les circonstances de l'apparition en pleine Champagne au milieu du XIVe siècle de cette relique tellement sacrée. Effectivement, plusieurs thèses s'affrontent. La plus évidente, ça serait que le suaire aurait été ramené après le sac de Constantinople d'Orient. Il aurait été pillé, en quelque sorte, par des seigneurs croisés, dont Othon de la Roche, qui est l'un des ancêtres de Jeanne de Vergy.
d'ailleurs un des personnages de mon Et roman, voilà. qui est la femme du seigneur de Charny. La deuxième thèse, c'est que Geoffroy de Charny, le père de mon héros Jacques, serait parti en croisade au milieu des années 1340, en 1346 plus précisément, pour une éphémère campagne à Smyrne, dont il aurait ramené le suaire qu'il aurait fait exposer une dizaine d'années plus tard, à partir de 1357, après sa mort, que sa femme aurait exposé. La troisième thèse, c'est que le suaire aurait été la propriété des Templiers, qu'il aurait caché aux yeux du monde à partir du sac de Constantinople pour le protéger. Et après la dissolution de l'ordre par Philippe le Bel, ce que raconte si bien Maurice Druon dans Les Rois maudits, le suaire serait passé de main en main à partir d'un des grands maîtres de l'ordre qui s'appelait Geoffroy de Charny et serait arrivé dans les mains de son cousin, d'un de ses cousins présumés, Geoffroy de Charny, le célèbre seigneur de Champagne. Alors, pour l'instant, on n'est pas capable de trancher entre ces trois hypothèses, mais ça permet quand même d'avoir une idée de la provenance de cette pièce d'étoffe, si c'est bien celle qui, autrefois, se trouvait à Édesse. Et d'ailleurs, ça expliquerait, là, pour le coup, la filiation, d'un seul coup, devient assez... on arrive à suivre, c'est ce que j'ai essayé de montrer tout à l'heure. Alors, vous utilisez, si je puis dire, ce cadre, cette famille de Charny, avec la procession, avec les ostensions qui sont organisées comme cadre pour un véritable roman, et c'est un moyen de nous montrer le XIVe siècle. Un XIVe siècle qui, à l'époque où commence votre roman, a été particulièrement martyrisé, malmené par la peste, par la guerre. C'est une période très noire, très sombre. On me dit souvent que c'est un roman qui se passe au Moyen-Âge, mais non, c'est un roman qui se passe au XIVe siècle. Et voilà. Contrairement au XIIIe siècle, le XIVe siècle est le siècle des grands fléaux. Il y a eu la peste noire qui a tué 6 millions d'habitants en France et peut-être un quart de la population mondiale selon les estimations d'aujourd'hui. Il y a la guerre de 100 ans qui a saigné la fine fleur de la chevalerie avec les déroutes que vous évoquiez tout à l'heure, Poitiers, Crécy, etc. Et il y a aussi le grand schisme d'Occident en 1378 qui scinde l'Église en deux entités, Rome, Avignon, deux papes qui s'affrontent pour gouverner le peuple de Dieu. C'est-à-dire des déchirements et des drames terribles qui seront bientôt symbolisés par la folie du roi d'ailleurs, comme s'il ne manquait plus que ça. Ce XIVe siècle est un peu le mal-aimé de l'historiographie. Le nombre d'ouvrages sur le siècle de Saint-Louis, c'est-à-dire le précédent, ou sur celui du duc de Berry, c'est-à-dire le suivant, sont infinis. Mais sur le XIVe, on manque d'éléments quand même. En effet, il y a beaucoup de romans sur Saint-Louis, c'est-à-dire sur le XIIIe siècle, très peu sur Charles VI et la fin du XIVe siècle. Et pourtant, Charles VI eut l'un des plus longs règnes de l'histoire de France. 1378-1420, près de 40 années de règne. Pourquoi ce roi reste méconnu ? Peut-être parce qu'il précipita la France dans l'abîme, puisqu'à l'issue de son règne, la France était peu de choses, et même la couronne de France fut ceinte sur la tête d'un nourrisson en 1420, à l'issue de l'infamant traité de Troyes. Mais peut-être aussi parce que Charles VI sombra dans la folie. Je ne sais pas, mais il me semble qu'il faudrait aujourd'hui réhabiliter Charles VI, qu'on appelait au début de son règne, et c'est le cas dans mon roman, le bien-aimé. Au moment où commence votre livre, on est encore dans la foulée. C'est la fin de cette période terrible des grandes épidémies, ce qu'on a appelé la peste noire, qui a ravagé l'Europe. Vous avez parlé de ces millions de morts. Il y a des villes qui ont perdu jusqu'à la moitié, je dis bien jusqu'à la moitié de leur population. Or, tout ça est resté très présent dans les consciences. C'est l'époque où on se met à peindre partout sur les murs les fameuses danses macabres. La mort est très présente au XIVe. Il y a les danses macabres, il y a le mouvement des flagellants, c'est-à-dire ces processions de gens, de pénitents qui se flagellent, qui se mortifient en public en psalmodiant. Et c'est aussi l'époque, et c'est le cœur de mon roman d'ailleurs, l'époque des reliques. La ferveur autour des reliques atteint la frénésie. Il y a une véritable frénésie marchande même autour des reliques. On n'imagine pas aujourd'hui les centaines de milliers de personnes qui pouvaient à l'époque du jubilé du Vatican en 1350, se rendre à Rome pour se prosterner devant la Sainte Face, voilà une des reliques les plus connues de la chrétienté. Vous nous disiez en deux mots ce que c'est la Sainte Face d'ailleurs. La Sainte Face, c'est Sainte Véronique qui, pendant la Passion, pendant le moment où le Christ monta jusqu'au calvaire, déposa un voile sur le visage du Christ, lequel visage s'imprima sur cette toile et qui est connue, on l'appelle aujourd'hui la Véronica, la Véronique ou la Sainte Face tout simplement. Donc il y avait une ferveur tout à fait presque incompréhensible aujourd'hui autour des reliques. On peut comprendre dans ce contexte que le Saint-Suaire est attiré, puisque c'est la plus sainte relique de la chrétienté, bien sûr, est attiré, allierait à cette époque autant de foule pour se prosterner devant lui. Ça a été, on peut le dire,
la grande affaire. Les reliques ont été la grande affaire de ce XIVe siècle. On y revient dans un instant. Europe 1 au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Nous sommes aujourd'hui en Champagne au XIVe siècle grâce au tout premier roman de Laurent Decaux, Le Seigneur de Charny, paru chez XO Éditions et que toute l'équipe de Cœur de l'Histoire vous recommande cet après-midi puisque nous suivons l'histoire de ce Saint-Suaire, cette relique historique et religieuse. Cette relique va faire l'objet, dans un premier temps, d'une sorte de commerce, disons les choses. C'est-à-dire que c'est formidable de disposer d'une relique comme celle-là, d'un point de vue, alors là, qui n'est plus religieux, qui est un point de vue tout à fait pratique. Bien entendu, mais n'est-ce pas la même chose dans les lieux de pèlerinage d'aujourd'hui? On va à Saint-Jacques-de-Compostelle, on va à Lourdes, on va au Vatican. Les marchands du temple, une expression que pourrait employer Jésus, commercent à tour de bras les effigies des reliques. À l'époque, il y a des enseignes et des ampoules de plomb à l'effigie de reliques. Ce ne sont pas des boules de neige ou des anges de plâtre, comme on peut en trouver à Lourdes au Vatican aujourd'hui. Simplement, les moines ou les seigneurs ont le monopole de l'artisanat et de l'industrie des reliques. Lorsque Jacques de Charny rentre donc de croisade, ça a été pour le moins éprouvant, sa croisade. On ne peut pas dire que ce soit un grand succès. Il pense qu'il va reprendre le contrôle de sa famille, disons les choses, et la situation le dépasse très vite. Oui, mon héros, Jacques de Charny, que j'ai rebaptisé pour l'occasion, pour le roman, en réalité, il est basé sur un personnage historique mais peu connu qui s'appelait Geoffroy II de Charny, et non pas Geoffroy de Charny. Lorsqu'il rentre de cette éphémère croisade devant Saint-Jean d'Acre, il espère être accueilli non pas en héros triomphant, mais au moins en chef d'une famille assez glorieuse qui était les seigneurs de Charny. Mais il ne trouve que la désillusion en rentrant chez lui. Sa mère lui reproche d'être parti en croisade et d'avoir abandonné sa famille et lui fait encourir la faillite. Et puis il y a l'implacable évêque de Troyes, Pierre d'Arcy, qui a réellement existé et qui lui veut faire interdire l'ostension. Pourquoi ? Parce que les pèlerins se sont détournés, vous parliez du business des reliques, de l'industrie des reliques. Les pèlerins se sont détournés de la cathédrale de Troyes, où demeuraient des reliques assez mineures, celles de Saint-Cyr et Saint-Malachie, pour aller prier la plus sainte relique de la chrétienté. N'est-ce pas tout à fait normal, finalement, et légitime de leur part? Il va lui falloir un cadre à sa mesure, à cette relique, bien entendu. Oui, la famille de Charny va construire une collégiale qui sera d'abord de bois et ensuite de pierre. Grâce aux subsides fournis par les pèlerins, grâce aux fameuses enseignes de plomb, grâce aux droits de péage, aux droits de gîte, cette famille pourra se doter d'une grande collégiale qui est une chasse reliquaire assez grande pour une telle relique. Oui, à l'échelle d'un grand monument. Jacques et sa mère arrivaient à la collégiale. Je lis un extrait de votre ouvrage. Charles de Mestréal avait demandé à son hôte de lui expliquer les travaux de la nouvelle église car il n'avait jamais vu d'aussi grand chantier. Pour l'heure, il faudra que vous nous disiez qui est Charles de Mestréal, d'ailleurs c'est très important, mais à moins que vous ne souhaitiez pas dévoiler la suite de l'histoire. Je laisse ce premier rebondissement au lecteur. Pour l'heure, une multitude d'ouvriers entraient ou sortaient du prieuré, dont une dizaine de cellules inoccupées servaient de loges à outils. La plupart des travailleurs, trop occupés par leur besogne, n'avaient pas un regard pour leur maître et le jeune seigneur d'Anjou. « Qu'est-ce donc, monsieur Charny ?» dit Charles de Mestréal en s'arrêtant sous un avant-toit. Sous cet auvent, acculé au fronton de l'ancienne église, on avait disposé un plateau courbe et bosselé sur 2 tréteaux. Le panneau, vu de loin, ressemblait à ces planches de bois ou de tôle qu'on laisse un hiver sous la pluie et qui, sous l'effet de l'humidité, prennent des formes ondulées. Mais en s'approchant de la table, on découvrait, taillé à la surface du bois, 1 millier de détails. « Bel ouvrage », murmura Charles de Mestréal, devinant l'usage du panneau. La maquette, faite de bois, de tissu et de papier mâché, avait été ciselée par un artiste de renom venu des Flandres orientales. L'homme, assisté de 2 apprentis, logeait chez les moines et chaque jour, après un entretien matinal avec le prieur, remaniait son ouvrage selon les instructions du maître d'œuvre. L'artisan avait restitué la plaine de Liret, ses crêtes, ses monticules, les corps de bâtiments, et accolé à l'ancienne collégiale plantée au milieu du panneau, une grande église surmontée d'un clocher et d'une flèche. On n'a pas l'habitude de voir ainsi, c'est le privilège du romancier que de nous faire partager l'innovation du passé. On n'a pas l'habitude de voir naître une grande église. Oui, je crois que c'était le rêve de Geoffroy de Charny, qui fut le premier propriétaire du Saint-Suaire, c'était de construire cette belle église. Évidemment, elle n'a pas existé, l'église de pierre que j'évoque, avant le 19e siècle. À l'époque, c'était un simple bâtiment de bois, mais
évidemment, c'est le privilège du romancier. Vous le disiez, je rêvais d'imaginer cette église et je l'ai construite pour mon lecteur. Vous n'avez pas l'intention de révéler les différents rebondissements de cette affaire. Que peut-on dire? Jusqu'où iriez-vous? Que pouvez-vous dire? Moi, j'ai très peur de ce que je pourrais révéler. Je ne veux surtout pas, Non, mais gâcher le plaisir de la découverte. Ce que je peux en dire, c'est que c'est un roman autour du Saint-Suaire qui n'est autre que la plus sainte relique de la chrétienté. Et on suit de manière peut-être un peu picaresque les aventures d'un jeune héros du XIVe siècle qui s'appelle Jacques de Charny. Et on va le suivre partant de Champagne jusqu'en Flandre, à l'époque de la bataille de Rosebeek, au début des années 1380, jusqu'à Paris, dans le Paris du Moyen-Âge, que j'ai essayé d'évoquer avec le plus de précision possible. Mais moi, je n'ai rien dit, vous aurez remarqué. Et notre jeune héros reviendra en Champagne solder son affaire de relique. On peut dire ça de cette manière. Ça a été quand même, pour vous, j'imagine, un véritable parcours initiatique. C'est votre premier roman historique. C'est mon premier roman. Vous êtes allé sur place là-bas ? Je suis allé sur place à maintes reprises, en Champagne notamment. J'ai été accompagné par un historien local qui s'appelle Alain Ourceau et qui a beaucoup écrit, qui est le spécialiste mondial des seigneurs de Charny. Il y en a plusieurs, on l'ignore, mais il y a des spécialistes du seigneur de Charny. Il y a même un Américain qui s'est fait connaître en cette matière. Moi, je suis allé en Champagne, évidemment, sur les traces des seigneurs de Charny. J'ai visité la motte castrale, c'est-à-dire le donjon ou ce qu'il en reste, dans la plaine de Lirey. J'ai visité les forêts humides de Chaours et de Chagny, juste à côté. J'ai descendu la voie romaine, qui existe encore, et par laquelle accédaient les pèlerins à l'église collégiale de Lirey. Évidemment, j'ai visité Troyes et Provins. Ah oui, bien sûr, mais enfin ça, on ne peut pas passer à côté quand on aime le Moyen-Âge et quand on cherche à s'imprégner de son atmosphère. Merci beaucoup, Laurent Decaux. Votre ouvrage, intitulé à la manière de Dumas, Le Seigneur de Charny, est un roman, tout le monde l'aura compris, c'est un roman très documenté, je pense que personne ne peut plus maintenant l'ignorer. Il est publié chez Ixo. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Bonjour Clémentine, vous aussi vous êtes allée à Lirey, si je ne m'abuse. Absolument, et alors je vous invite à imaginer, Franck et Anissa, que nous soyons, vous et moi, des pèlerins en route pour aller adorer le Saint-Suaire afin d'expier nos péchés, de gagner notre salut. Et après Troyes, nous empruntons, alors là je recite Laurent Decaux, cette voie romaine dont vous parliez à l'instant, par laquelle arrivaient les pèlerins à Lirey, et la petite côte venteuse où s'élevait autrefois un moulin à vent. Et là, alors que nous nous attendons à pouvoir contempler la belle église collégiale, voilà, dont vous parliez à l'instant également. Et alors que voyons-nous ? Une modeste église au beau milieu d'un tout petit village de tout au plus une centaine d'habitants. Est-ce là le Lirey qui accueillit des pèlerins venus de l'Europe entière. C'est extraordinaire. Et est-ce là l'un des plus grands sanctuaires du royaume au XIVe siècle ? Oui, on peut imaginer que le départ du Suaire en 1418 a été un très mauvais coup pour la région et que ce qui a été effectivement un haut lieu de concentration, un haut lieu de pèlerinage est devenu un lieu un peu moins fréquenté. Hélas, oui, ça a quand même continué pendant quelque temps à alimenter les caisses de la collégiale grâce aux pièces de monnaie laissées par des flots de pèlerins. Et comme les chanoines ne désespéraient pas de revoir la relique un jour, eh bien, en attendant qu'elle revienne, ils font l'acquisition des reliques de Saint-Abdon et de Saint-Sénène, et puis de 2 splendides retables qu'ils installent dans leur nouvelle église bâtie en 1526. Contre mauvaise fortune, bon cœur, si on peut dire. Mais alors, malheureusement, c'était peine perdue, parce que 2 siècles et demi plus tard, la Révolution marque un coup fatal à ce beau rêve. L'église est vendue comme bien national, démolie en 1826. Les retables sont, eux, sauvés de la destruction. L'un d'eux se trouve d'ailleurs de nos jours à l'église de Crescentigne, à 6 km de Lirey. Et l'autre, où est-il ? Au Victoria and Albert Museum de Londres, cher monsieur, en toute simplicité. Quant à l'église actuelle, elle a été construite en 1896 grâce à un legs de Madame la préfète, allais-je dire, Madame Onfroy de Bréville, épouse du préfet de l'Aube. Merci Madame Onfroy de Bréville. On est en 96, je précise ça, parce que ça veut dire que c'était quand même 2 années avant le rebondissement de l'affaire du Saint-Suaire avec la découverte donc de... Vous imaginez ce que ça aurait pu donner si le Saint-Suaire avait toujours été à Lirey à ce moment-là. Alors qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui encore ? Aujourd'hui, dans l'église, il y a des panneaux qui vous racontent toute l'histoire du Saint-Suaire. Rassurez-vous, c'est un livret en plusieurs langues à disposition des visiteurs qui continuent à s'arrêter à Lirey. D'ailleurs, moi, je suis sûr que la prochaine fois que j'irai en Champagne, j'irai à Lirey. Vous pouvez en être sûr. Et alors, il y a eu quand même un rebondissement récent parce qu'en 2009, sur le territoire de Machy, donc une commune voisine, on a trouvé un moule d'enseignes. Ah, mais vous nous parliez des enseignes, Laurent Decaux, tout à l'heure, justement. Absolument. Alors,
alors, ce qui est très touchant, c'est que non loin d'ici, à Paris, il vous suffit de vous rendre au musée du Moyen-Âge, au musée de Cluny, et on a conservé ce qu'on appelle les plombs de la Seine, c'est-à-dire ces enseignes, en fait, qui étaient un petit peu comme des broches que les pèlerins accrochaient à leurs vêtements. Et l'un d'entre eux représente le suaire de Liret, ainsi que les blasons des familles de Charny et de Vergy. Donc, c'est un témoignage extrêmement concret de toute cette histoire. Laurent Decaux, je suppose que vous avez été voir cette enseigne du musée du Moyen-Âge. Non seulement je l'ai vu, mais j'ai rencontré celui qui l'a découverte. Bien. Je parle d'une autre enseigne, là, parce qu'il y a 2 enseignes. Il y a une enseigne, effectivement, qui est conservée à Cluny, mais il y a une enseigne qui est toujours en Champagne et dans les mains d'un particulier, celui que j'évoquais tout à l'heure, qui s'appelle Alain Ourceau, qui est archéologue et médiéviste, et qui l'a trouvé dans un champ à Machy, effectivement, il y a quelques années. Il faut bien redire à nos auditeurs ce que c'est qu'une enseigne, du coup, peut-être. Donc, à partir d'un moule, on confectionnait une sorte de broche. C'est une preuve de pèlerinage, en fait. Exactement. C'est comme un pèlerin à Saint-Jacques-de-Compostelle aurait porté sa coquille, qui a donné d'ailleurs le mot coquin, coquillard, enfin tout ça. Mais l'enseigne montrait que vous aviez fait le voyage. Et alors, on en a vendu et vendu et vendu. Alors, il n'y a pas que Liret dans la vie, néanmoins. Nous n'allons pas parler de Troyes aujourd'hui, parce que d'abord, nous avons fait une émission à Troyes, puis nous parlons assez régulièrement de cette très belle ville. Nous aurons l'occasion de le refaire assez vite d'ailleurs. Mais parlez-nous du reste. Qu'y a-t-il à voir dans tout ce pays d'eau? On ira d'abord de magnifiques randonnées en forêt, bien sûr. Oui, tout simplement. Mais il y a une très belle collégiale, puisqu'à défaut d'en voir une à Liret, on peut en voir une à Villemort-sur-Vanne, qui possède l'un des plus beaux jubés en bois de France. Donc celle-ci mérite le déplacement. De magnifiques halles qui sont assez caractéristiques de l'époque, dont l'une de style Baltard à Aix-en-Othe. Alors ça, c'est un peu plus récent, mais il y en a une très belle à Estissac, comme le fameux Geoffroy d'Estissac. Et puis elle est plus ancienne, celle-là, elle est 16-17e. Elle est 16-17e. Et puis beaucoup de musées de la mémoire paysanne, là encore à Estissac et à Mareil-en-Othe. Et puis alors là, nombreux musées du cidre, mais ça, je suppose que Lorena va nous en dire 2 mots. Je ne suis pas persuadé que Lorena ait l'intention de nous parler spécialement de cidre aujourd'hui. On boit, quand est-ce qu'on boit dans Je vous ferai remarquer que nous étions en Champagne et a priori, ça n'est pas la première boisson qui vient à l'esprit. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Bonjour Lorena Martin. Bonjour Franck. Vous allez nous parler de cidre alors? Non, pas du tout. D'une commanderie templière mais voilà, ça tombe pas mal non plus. Le berceau en fait des Templiers, puisque l'ordre des Templiers a été créé dans l'Aube. Et le premier commandeur des Templiers donc, est Hugues de Pins, qui était seigneur de Pins et qui est un village qui se situe à 15 km de Troyes, donc tout proche de Liret dont on parle. Et cette commanderie en fait templière se situe sur le plateau d'Avaleur, à 2 km de Bar-sur-Seine, en direction de Chaours exactement. Et elle date du XIIe siècle. Oui, comme la plupart des commanderies templières. J'allais dire par définition, elle date d'à peu près de quel moment vers 1160 en fait, et c'est l'un des ensembles templiers les mieux préservés du nord de la France, avec la commanderie de Coulommiers. Et à l'époque, en fait, c'était une maison donc templière qui avait 2 buts principaux: produire, bien sûr, parce qu'il s'agissait d'une ferme, et le tiers de la production en fait servait à financer l'effort de guerre en Palestine et à la Reconquista en Espagne. Et c'était aussi en fait, elle se situait en fait sur le chemin de Saint-Jacques de Compostelle, et donc ça permettait de vendre la marchandise et de recruter les nouveaux membres. Alors qu'est-ce qu'on y voit dans cette commanderie aujourd'hui? On y voit encore une chapelle, en Mhm. fait, la chapelle templière dans laquelle se déroulaient les cérémonies des nouveaux membres. Elle est classée monument historique depuis 1921 et elle a une charpente notamment de 1210 qui est exceptionnelle, et des fresques aussi de l'époque qui sont encore visibles, et encore de logis bien sûr puisque c'était une ferme comme on l'a dit. Et donc en fait tous les murs intérieurs et les fondations sont templiers, mais ce qui est extérieur en fait a été retouché bien sûr par les hospitaliers. Alors oui, parce que toutes ces commanderies templières, il faut le savoir, se sont brutalement arrêtées de respirer un certain 13 octobre 1307, le matin où Philippe le Bel a fait arrêter partout dans tout le royaume tous les Templiers. Ça a été une opération de police sans doute la plus extraordinaire de l'Ancien Régime. Et on a fini, après bien des péripéties, par transférer tous les biens des Templiers aux hospitaliers. Donc nouvel ordre, non moins militaire, mais également... Chevalier de Malte. Bien sûr. Et à partir donc, de 1314 jusqu'en 1793, ils s'en occuperont jusqu'en 1793 où les biens seront saisis lors de la Révolution. Mais alors j'imagine que si vous nous parlez de cette commanderie, c'est que elle sert aujourd'hui, je ne sais pas, d'hôtel, de restaurant, Non, pas du tout. On peut la visiter tout simplement. Il faut se renseigner en fait auprès de l'Office du tourisme de Bar-sur-Seine ou des environs
environ, ou à la mairie. Et c'est notamment José Cotel qui s'occupe des visites guidées. Donc ce sont des visites sur rendez-vous? Oui, sur rendez-vous. Elle est ouverte souvent l'été, mais pendant tout le reste de l'année, il vaut mieux prendre rendez-vous. On a très envie d'aller faire ça. Clémentine qui organise volontiers des week-ends, je la vois bien organiser là, un week-end en Champagne avec une visite de la commanderie, des promenades du côté de Liray et puis bien entendu, pour lire dans le train, Le Seigneur de Charny de Laurent Decaux. Merci beaucoup Lorena. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand.